bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, ça faisait longtemps, trop longtemps, on est vraiment très content d'être avec vous ce soir pour une nouvelle émission du Salon Caviar, votre passe décisive pour voir le foot autrement. On vous rappelle les règles sur le chat, vous n'hésitez pas à réagir, c'est vous qui faites aussi les débats. On va parler dans quelques instants du modèle Red Bull, on parlera aussi de la sortie du nouveau magazine. Bref, on est vraiment très content de vous retrouver. Et donc la règle, vous participez sur le chat, on prend toutes vos réactions, vous nous aidez, vous donnez évidemment vos avis et on les prend, on les recueille et on les analyse. Avec nous ce soir un super plateau comme toujours. Et je commence par celui qui a l'habitude d'être à ma place et qui a gracieusement accepté de partager un canapé ce soir, c'est Elio Bono. Bonsoir Elio. Bonsoir Corentin. Il est pas très à l'aise, je le sens. Oui. Ah, je suis un peu stressé, tu vois. Pas C'est le spectre de la relégation, comme n'importe quel Girondin finalement. Bien sûr, évidemment. Je vais être habitué. Ça va. Force de l'habitude, on dit. Pas encore, mais ça va Avec venir. dans sa clause contractuelle, lui, il a négocié un canapé tout seul. Ne venez pas, sinon ce soir, c'est Charles Ford. Bonsoir Charles. Bonsoir Corentin. Et enfin, professeur Swan Dufour, notre caution Pas si universitaire. vite, Bonsoir. pas si vite. Docteur. Bonsoir à tous. Et vous voyez, on a un petit peu décoré. Voilà, on a un mannequin qui est à peu près dans l'état des Girondins de Bordeaux actuels, c'est-à-dire désastreux, mais néanmoins, voilà, on a décoré, on est très content de vous le présenter avec nous. Il sera toutes les semaines, il va changer de maillot régulièrement, évidemment. Il est plus Je sais rapide pas que s'il est, Marcelo. voilà, je sais pas s'il est Déjà. révélateur de notre état de forme, je ne l'espère pas pour la qualité de ce débat, mais voilà, en tout cas, il sera avec nous maintenant toutes les semaines. Je le disais, ce soir, on va parler du modèle Red Bull. On est à la veille de Red Bull Salzbourg contre le Bayern Munich, affiche de Ligue des Champions avec cette révélation des phases de poule de la Ligue des Champions. C'est vraiment le Red Bull Salzbourg qui, on a vu notamment contre Lille. Et justement, on va questionner ce modèle Red Bull qui s'est implanté dans pas mal de clubs. Swan, c'est 6 clubs si je dis pas de bêtises. 5 exactement. 5, donc si on a recensé un peu les 5 clubs donc, de Red Bull, donc on retrouve bien sûr en 2005 l'Austria Salzbourg, qui est le club finalement qui est la marque a son siège dans la ville de Salzbourg, donc c'est logiquement sur cette première ville qu'elle a jeté son dévolu. Dès l'année suivante, en 2006, ils vont racheter la franchise de MetroStar à New York, qui va devenir le Red Bull New York. Ensuite, donc là, le championnat allemand. En 5e division, bon, je vais prononcer l'ancien nom du club de Leipzig, qui était le SSV Markranstadt. Ok. Donc qui est devenu le Red Bull Leipzig en 2009. Prononciation impeccable d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci, On a un germanophone. merci mon germanophone. Ensuite, on a eu le FC Liefering, donc en fait, qui est un club de 2e division autrichienne, qui va fonctionner un peu comme la pépinière officieuse du RB Salzbourg. Et enfin, on a eu plus récemment le Red Bull Bragantino au Brésil, qui résulte en fait de la fusion du CA Bragantino et de l'académie de football que Red Bull avait déployée au Brésil, donc la Red Bull Academy. On a aussi eu un autre élément très intéressant, il y a eu une tentative de rachat de West Ham en 2016 pour 760 millions d'euros. Donc voilà, ça a été avorté, qui n'a pas fonctionné, mais on sent bien que la marque Red Bull aimerait s'attirer de nouveaux... Quand on parle, on va élargir un tout petit peu au sport pour préciser que Red Bull, on l'associe forcément toujours au sport extrême et qu'il y a ces investissements récents dans le football. Et là, je vous pose la question aussi sur le chat, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que c'est un modèle de réussite pour toi, Charles? Je sais que tu considères que c'est assez remarquable, surtout quand on voit les résultats en fait, de Salzbourg, de Leipzig notamment. Sportivement, on peut que dire que c'est un succès, c'est indéniable quand tu vois un club comme Leipzig qui est racheté en 2009. Je crois qu'en 7 ans, il manque 5 divisions ou quelque chose comme ça. Et finalement, ils font une demi-finale de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça. Sportivement, c'est forcément une réussite. Bah, je pense que c'est même plus qu'une réussite. C'est un carton. Et puis, mais il n'y a pas que Leipzig. Il y a aussi, par exemple, Bragantino, qui a été racheté récemment. Marche bien au Brésil, ouais. Qui marche très bien, qui est monté dès la saison du rachat et qui, l'année dernière, a fait une finale de Copa Sudamericana, l'équivalent de la Ligue Europa américaine. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un élan, en tout cas à chaque fois que Red Bull s'implante dans un championnat. Bon, il y a peut-être un petit bémol, c'est les New York Red Bull, qui, ils ont eu quelques places en play-off. C'est surtout un club de prestige avec des voilà, Thierry Henry, je crois que c'était Rafa Marquez. Mais en tout cas, ça fait Thierry Henry, ça fait vivre la marque. Ça a fait vivre la marque pendant un petit moment. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais, et puis t'as aussi Salzbourg qui fonctionne très très bien aussi en Autriche. Bon, c'est un peu plus à négliger parce que voilà, le niveau de la Ligue autrichienne n'est pas forcément au niveau de... Ouais, mais là, il s'impose sur la scène européenne, là. Oui, il s'impose sur la scène européenne, exactement. On parle souvent de la demi-finale contre Marseille en Ligue Europa il y a 3-4 ans. Ils font tout le temps, maintenant ils arrivent tout le temps à passer les poules. Ils ont galéré pendant un certain temps, pour le coup. Atteindre les poules de Ligue des Champions, ça a été très compliqué pour eux. Il n'y a pas une série... 10 ou 11 ans d'affilée où ils se font sortir tout le temps en barrage. C'était très frustrant. Maintenant, ils arrivent à accéder aux poules et même à en sortir maintenant.
d'une poule qui était peut-être pas la plus compliquée, mais ils ont quand même du mérite de le faire. Ah ouais, Là, ils font plus que tenir tête au Bayern en 8ème. En fait, Vous connaissez des clubs français qui sortent pas de poule facile en sûr. Europe, n'est-ce pas, Swan? Ah bah Lille, en l'occurrence, on est sorti. Attends, mais on connaît aussi des clubs français qui ont un énorme. Ne changeons pas de sujet. Et qui ont du mal à. Voilà. Non mais en fait moi ce qui me marque quand on parle des résultats de Red Bull, une fois qu'on a dit les résultats sont bons, voilà, l'investissement est aussi à la hauteur de certains résultats, c'est le projet de jeu qui est développé en fait et qui transcende un peu les clubs. Il y avait Damien Périnel qui a joué au Red Bulls, il me semble, de New York, qui disait la philosophie de jeu est à l'image de leur boisson, c'est-à-dire intensité, énergie, vivacité. Et c'est assez fou d'avoir créé une identité de jeu qui transcende les clubs. On voit entre Salzbourg et Leipzig, c'est exactement la même philosophie, ce contre-pressing. Et c'est d'ailleurs souvent les mêmes coachs en fait. T'as souvent des Coach coachs, qui par exemple passe, Jesse Marsch qui était à Salzbourg l'été dernier, il est l'an dernier qui arrive à Leipzig cette année. Ça s'est un peu moins bien passé pour lui parce qu'il s'est fait virer. Mais t'as pas mal de coachs qui font un petit peu la passerelle comme ça. Ouais, mais c'est Peter Zeidler aussi qui a fait le Führing. Peter Zeidler qui fait le Führing Salzbourg. Salzbourg aussi, ouais, c'est ça. T'as pas mal de coachs et de joueurs qui transitent entre les deux et qui font que la philosophie de jeu reste la même. Et faut pas oublier qu'il y a Ralf Rangnick qui est toujours derrière pour insuffler un Plus maintenant, du coup. Plus maintenant, bien sûr, mais qui était derrière qui était à l'origine du projet. Il y quasiment avait 10 aussi ans, Gérard donc, Rouillet qui a été impliqué au tout début de coordinateur. l'ère Red Bulls et qui a pas mal influé sur cette philosophie des jeunes. Parce qu'en fait, c'est ça le paradoxe, il est assez saisissant, c'est que on a un investisseur privé qui arrive dans le foot. On le sait, il y a plein d'exemples. Charles, je pense que tu connais ça très bien. Quand un investisseur privé arrive, il veut avoir des résultats tout de suite. Et en fait, le paradoxe, c'est qu'ils prennent le temps aussi de développer des jeunes joueurs et de leur faire confiance. Parce qu'après, je pense qu'il faut questionner aussi, dans la stratégie de Red Bull, quelle est l'importance du projet sportif par rapport au projet marketing, on va dire. Peut-être que, tu vois, le PSG, par exemple, puisque tu m'as subtilement fait comprendre qu'il y avait d'autres clubs dans ce là, eux, ils veulent gagner tout de suite, tu vois, mais parce qu'il y a des enjeux, il y a des échéances au niveau du temps, parce qu'il y a la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui arrive, etc. En termes de communication, ils ont besoin. Mais alors que Red Bull, c'est plus une stratégie qui est sur le long terme, c'est se faire connaître sur les différents continents, s'implanter, investir le milieu du foot, développer sa marque, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, puis tu vois, finalement, ils sont pas là pour, comme tu dis, pour quelques années. Leipzig, ils reprennent le club en 2009, je crois que Salzbourg, c'est 2005 ou 2006. Ils sont quand même restés en Autriche alors qu'ils ont galéré pendant 10 ans à atteindre des poules de Ligue des Champions. Enfin, tu sens vraiment qu'ils sont pas là de passage et qu'ils sont là vraiment pour, plus qu'implanter leur marque, en fait, développer un projet de long terme. Ouais, juste, on peut mettre un petit bémol, c'est quand même... Voilà, je sais pas si c'est peut-être les médias qui se sont un peu emballés avec un investisseur, etc. Mais on promettait il y a 10 ans que Leipzig soit le nouveau Bayern. On en est encore un petit peu loin. Bah, il y a quand même deux niveaux d'écart, mais parce qu'il faut laisser un peu le temps au temps aussi, c'est normal. Et le Bayern, c'est le Bayern, c'est une institution historique, c'est différent. Après, ce qu'a fait Leipzig, comme tu disais Charles, en 7 ans, monter 5 divisions, atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa, jouer la Ligue des Champions tous les ans, c'est une performance incroyable. Enfin, c'est ouf, quoi, tout simplement. Voilà, pour finir peut-être Elio sur le résultat sportif, parce que je voudrais qu'on aborde d'autres volets aussi. Pour le coup, non, il n'y a pas franchement grand-chose à rajouter. Vous avez mais tout, parce que aussi, vas-y. Moi, ce que je trouvais vachement intéressant, en fait, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, cette manière de développer un projet commun en termes de jeu entre les différents clubs, tu vois, parce que tu partages l'image de marque, on va dire, de Red Bull, mais derrière, ça va se ressentir sur le terrain. Enfin, c'est ce qui fait que ça fonctionne bien finalement, c'est que les uns vont pouvoir passer, vont pouvoir monter les échelons, tu vois, et puis finalement, toujours rester dans cet esprit-là. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Et puis c'est même un football au-delà de la stratégie sportive et marketing, c'est un football qui est séduisant pour le spectateur. Enfin, tout le monde devant un match de Leipzig, c'est un énorme plaisir et c'est spectaculaire. C'est spectaculaire et avec c'est pas aussi anodin que Nagelsmann il soit parti au Bayern Munich. C'est parce qu'il a une vraie philosophie de jeu, de laquelle il s'est imprégné avec Red Bull, mais il y a vraiment un modèle footballistique qui intéresse. Il forme les entraîneurs aussi comme il forme les joueurs. C'est ça, et c'est encore une fois, je reviens à l'importance de Ralf Rangnick là-dedans, mais vraiment, il a une importance qui est fondamentale là-dedans. Ça marche pas aussi bien. Non, mais parce que je te dis que pour le coup, c'est en termes de bâtisseur. Là, il arrive à Manchester, il est là pour 6 mois a priori comme coach. Je suis pas sûr que ce soit le bon pompier de service. Mais en tant que vraiment bâtisseur, il est resté une petite dizaine d'années à Leipzig après avoir été à Hoffenheim puis à Schalke et fait des super projets. Si tu regardes tous les entraîneurs actuels qui ont été influencés par lui, soit qu'il a coaché, soit avec qui ensuite il a eu comme adjoint, etc., tu vois que la liste elle est énorme. T'as du Thomas Tuchel, t'as du Marco Reus qui est maintenant à Dortmund, Adi Hütter qui est à Gladbach, enfin t'as des coachs quand même. Sur le chat, globalement, Clem est d'accord avec nous, il nous dit peu importe le sport, Red Bull c'est hyper bien.
Géré et Erwin Péridicette, que je salue comme d'habitude, qui nous dit Bono sur l'aile, Roland en pointe, grosse équipe alignée. On te remercie évidemment. Erwin, quand on parle là des résultats sportifs, il y a aussi des résultats économiques qui sont exceptionnels avec des ventes. Je pense à Sadio Mané, à Naby Keïta. C'est aussi. Alors ça fait débat en Allemagne évidemment, parce qu'il y a toujours un peu, est-ce qu'on ouvre le marché pour rester compétitif ou est-ce qu'on reste dans la pure tradition du foot allemand? Mais force est de constater qu'économiquement c'est parfait aussi, Charles. Forcément, ça fonctionne. Mais moi, ce que je trouve fort, c'est leur capacité à aller chercher des joueurs à fort potentiel, les faire exploser, les valoriser, puis derrière, bon. Moi, je n'arrive pas trop à savoir si leur but c'est de faire, on va dire, de l'achat-revente, un peu comme ce que Monaco a pu faire très fort à une période. Mais pas forcément. Parce que les joueurs restent quand même 3-4 ans au club en fait. Oui, mais parce tu vois des mecs comme Sabitzer par exemple qui restaient 4-5 ans à Leipzig alors que tu avais des offres quasiment tous les ans. Upamecano pareil, il fait 3-4 ans là-bas. Ouais, mais regardez, Upamecano finalement il gravit tous les échelons, il fait Liefering, il fait Salzbourg et il fait Leipzig. Et au final, c'est une vente combien Upamecano? C'est 60. Voilà. Je sais pas les champions en tout cas. Mais voilà, donc là on est sur une rentabilité qui est énorme. Ouais, c'est une rentabilité, Naby Keïta pareil. Naby Keïta qui a fait Salzbourg aussi. Ouais, Mané, c'est ça. Sadio Mané. 80 millions, mais si tu veux, c'est des joueurs qui sont amenés quand même. C'est pas des mecs de passage comme t'as à Chelsea, des Leao, des Osimhen qui partent à Lille, par exemple, qui partent au bout d'un an. Certes, mais parce que je pense que c'est ce système d'échelonnage des clubs, tu vois, qu'on puisse entre guillemets passer des étapes comme dans une entreprise, qui fait qu'en fait les joueurs qui vraiment vont percer à Salzbourg, s'il n'y a pas tout de suite un acheteur, il va pouvoir aller à Leipzig. Plus se mettre en valeur. Et économiquement, on peut ajouter sur un aspect historique que ça a participé au développement du foot dans l'ex-RDA en s'implantant à Leipzig. Il n'y avait pas de club d'envergure avant très récemment. Donc c'est aussi... et d'ailleurs, c'était Karl-Heinz Rummenigge qui avait poussé Dietrich Mateschitz, donc le fondateur de Red Bull, à jeter son dévolu sur des clubs plutôt à l'est de l'Allemagne, puisqu'il y avait un manque justement là-bas. Mais justement, il s'est manqué super intelligent en s'implantant à Leipzig, notamment par rapport à ça, mais aussi avec Salzbourg, où tu avais le club d'Austria Salzbourg qui végétait un petit peu. C'était en fait, ils ont été intelligents parce que c'est deux gros bassins de population, deux vraies villes de foot dans lesquelles il y avait un manque, et ils sont arrivés et ils ont réussi à insuffler un nouveau projet, et après, ça marche parce que les stades sont remplis. Toi, je sais qu'Eliott t'aimait un peu du bémol sur certaines méthodes, notamment de travail. Ouais, certaines méthodes, déjà par rapport à l'identité. Moi j'ai parfois un petit peu de mal par rapport au fait notamment que tu rachètes la licence d'un club, que tu changes le logo, que tu changes le nom. Tiens, regarde par exemple pour ça, on peut montrer que on a fait un petit recensement pour les logos. Donc on avait vu que si Clément tu peux le faire passer à l'écran. Clément Duranton qui est notre allié en régie. Et on voit bien, donc on retrouve ça avec les maillots, mais sur le logo, on voit bien qu'il y a un changement total d'identité. En fait, on dénature l'identité historique du club. C'est ça, on ne parle pas d'un simple rachat d'un club. Et c'est pas un petit peu pour l'exemple de l'Austria, les couleurs c'était le violet et le blanc, donc avec une dominante violet. Et on est passé à un rouge et blanc à la sauce Red Bull, qui est vraiment, mais qui n'a rien à voir avec l'identité. Je me demande la réaction qu'on aurait en France si Red Bull rachetait un historique, par exemple. Imagine avec Saint-Etienne, imagine on ferait ça avec Saint-Etienne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre de Ineos qui rachète Nice, par exemple, et qui va, entre guillemets, juste investir de l'argent. Là, on est quand même au-delà dans le... On n'est quand même pas chez les Girondins de Bordeaux qui vont dépenser tout leur budget mercato pour changer le logo. Bordeaux-Girondins. Mais la faiblesse affective, elle est quand même à nuancer, parce que moi, je regardais, là, les affluences sont tronquées avec le Covid, et les histoires de jauge, de huis clos, etc. Mais avant ça, Leipzig tournait à une petite moyenne en général de 35-37 000 spectateurs sur 45 000 places. C'est pas mal. Parce qu'on parle quand même d'un endroit avec un énorme bassin de population. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais Leipzig, c'est plusieurs centaines de milliers d'habitants. Comme on l'avait dit, il y avait une place vacante en ex-RDA. Et je veux dire, c'était des clubs qui végétaient dans les divisions inférieures allemandes depuis des décennies. C'est un peu comme si tu prenais une grande ville française comme Rouen, par exemple, et que tu mettais un club de foot de haut niveau. Forcément, le public suivrait. Mais Erwin nous dit, pour le coup, pas si mal le changement de logo et de couleur. Peut-être qu'aussi, on réagit, on a notre petite bulle qui réagit comme des nostalgiques, on veut garder l'identité, etc. Et peut-être que les jeunes, notamment, le jeune public, ça les intéresse peut-être un peu moins et qui s'accrochent à cette marque Red Bull. Après, je pense que ça dépend toujours du rapport qu'on peut avoir avec son club de cœur. Il y a des gens qui vont être attachés à l'histoire, aux traditions, aux couleurs, tout le symbolisme que le club peut avoir. Il y en a d'autres qui vont plutôt... préférer les résultats sportifs, ce qui se comprend aussi, parce que ça fait plaisir d'avoir un club qui joue le haut de tableau, qui est performant en Ligue des Champions. Et donc, il faut arriver à trouver un équilibre. Après, sur le modèle Red Bull, on a vraiment c'est limite, on efface ce qu'il y a eu avant, on vient, on pose notre modèle. Alors après, certes, ça marche sportivement, mais faudrait arriver à avoir par exemple des supporters. D'ailleurs, pour l'Austria, il y a eu une scission d'un groupe de supporters qui a recréé un club
aux couleurs historiques de l'Austria Salzbourg. Charles, on t'a pas beaucoup entendu sur l'aspect identitaire. Toi, c'est quelque chose qui te construire un club comme ça, un peu de manière artificielle, c'est pas quelque chose qui te semble particulièrement dérangeant ou... Moi personnellement ça me plaît pas forcément parce que je pense que l'identité d'un club c'est quand même quelque chose qui est important. Après c'est ce que Swan dit, c'est à chacun sa sensibilité vis-à-vis de ça. Et en l'occurrence il semblerait que la greffe a quand même bien pris à Leipzig, à Salzbourg, même si c'est moins bien accepté forcément par les supporters d'autres clubs parce que forcément ils disent c'est un club en plastique, c'est un club qui a pas d'histoire. Et reste que c'est ce qu'on a dit, le succès est là. Et c'est aussi un peu dans la lignée de ce qui se passe en Allemagne depuis une vingtaine d'années, où tu as des clubs comme Hoffenheim, comme Wolfsburg, qui sont promus par des grandes entreprises ou des grands mécènes et qui s'implantent dans le paysage touristique. Je pense que la grande différence avec un club comme Wolfsburg, c'est que Volkswagen, c'est une entreprise allemande. Il y a vraiment l'identité locale. En fait, Volkswagen, ça a structuré Wolfsburg. Et je pense que du coup, là, ça balance le... Sachant que Wolfsburg, ils ont pu avoir un arrangement par rapport à la règle du 50+5 en Allemagne parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils ont des parts... une règle que Leipzig a gracieusement a bien contourné en fait, finalement, l'association de supporters, c'est que des personnes... On résume peut-être pour ceux qui nous regardent, ils ne connaissent pas la règle du 50+1, c'est une règle qui a été établie en Allemagne qui fait qu'un actionnaire privé ne peut pas posséder plus de 49% des parts d'un club, tout simplement, et que donc le reste est laissé notamment aux fans, à des groupes de fans, et donc que Leipzig a contourné cette règle puisque le comité de fans qui fait la majorité est composé en fait de 17 actionnaires de Red Bull, donc en fait finalement le club est entièrement géré par Red Bull. J'ai bien résumé Très bien. C'est pas évident de résumer la règle de 50+1 comme ça. Presque au niveau du docteur. Mais il va surtout bientôt pouvoir être chroniqueur. Bien sûr, on essaye de se mettre... On a une place vacante, donc on essaie de... Ah non, moi je garde le canapé pour moi. Bien sûr, c'est dans ton contrat, de toute façon, c'est la clause. Un dernier petit truc quand même que je voulais évoquer avec vous, c'est que cette stratégie de recrutement, on a commencé à l'évoquer très rapidement. Si on revient sur Salzbourg, par exemple, qui va jouer demain, qui est un peu ce qu'on va regarder avec attention demain, c'est des jeunes du monde entier. Moi, je me souviens avoir découvert notamment alors, je sais plus s'il est coréen, Wang, qui joue aujourd'hui à Wolverhampton. Pas le bon. Pas celui de Bordeaux, évidemment, mais qui est un super joueur. Voilà, ils avaient Minamino, ils avaient donc Erling Haaland, etc. C'était vraiment des jeunes du monde entier. Il y a eu aussi beaucoup de Français. Upamecano, Konaté. Donc, c'est des jeunes qui sont attirés de fait par ces clubs-là, mais avec des stratégies de recrutement extrêmement agressive. Je pense il y avait eu une polémique notamment avec Konaté à Sochaux. Upamecano aussi, Upamecano qui part à 16 ans de Valenciennes à Leipzig, à Salzbourg pardon. Et ce qui est complètement fou, c'est que le club s'est positionné sur lui et a réussi à l'attirer alors même que United ou City voulaient le prendre au même moment. C'est-à-dire qu'ils ont su trouver les arguments pour pouvoir aller le courtiser et lui dire viens dans le système Red Bull, tu commences dans un club un petit peu de moindre envergure en championnat où il n'y a pas beaucoup de pression, ensuite tu vas tranquillement faire tes gammes à Leipzig et après on pourra te revendre dans un grand club. Alors là, ça reste des pratiques un peu parce que là c'est quand même intéressant pour les joueurs. Oui mais alors je pense qu'Elio a livré la bonne facette du débat, mais il y a aussi le fait d'aller chercher les jeunes toujours plus tôt, c'est ça, à des stratégies extrêmement agressives et ce que dénonçait Sochaux. Très opaque aussi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment se font les négociations, on propose des primes aux familles, on propose des primes aux entourages. C'est des pratiques qui ne sont pas propres au modèle Red Bull. Non, c'est répandu. Les clubs espagnols, Red Bull, il y a plusieurs qui ont été épinglés parce qu'ils justement ils sont allés chercher des jeunes trop tôt. Complètement. Même Chelsea, ça c'est des trucs qui existent partout. Oui, ça existe partout, mais c'est pas pour autant qu'il faut vanter ces modèles. Non, mais bien sûr, mais ça, personne n'a dit ça. Mais en l'occurrence, si on parle proprement du ça, c'est un problème qu'il y a avec le foot en général. C'est pas un problème propre au modèle Red Bull. Non, c'est sûr. Non, bien sûr. Mais Red Bull en fait le systématise en misant tout le temps sur les jeunes, en développant des réseaux de recruteurs très très puissants. Et en fait, ils court-circuitent aussi tous les clubs formateurs qui aimeraient signer leurs jeunes. Ils arrivent avant, ils leur promettent une superbe carrière, une perspective. Je vais te dire, le Bayern Munich a fait la même chose avec comment il s'appelle, Tanguy Kouassi au PSG, il avait du temps de jeu. On lui a proposé un premier contrat. Et le Bayern, c'est-à-dire que le Bayern est connu aussi pour ce genre de pratique, est venu le chercher super tôt. Alors au final, regarde ce qui se passe. Mais le Bayern ne construit pas une politique sportive autour de ses pratiques. C'est ça la grande différence en fait. Tous les clubs le font, ça c'est sûr, à des degrés divers. Mais là, ce qui est vraiment nouveau, c'est que c'est un club qui bâtit sa politique sportive sur ce modèle-là. Pour le coup, je pense que c'est comparable avec Chelsea, qui c'est un peu moins réel maintenant, mais qui, il y a une dizaine d'années, envoyait tous ses joueurs en prêt à Vitesse, notamment. Avait une centaine de joueurs en prêt. Mais voilà, ils avaient une centaine de joueurs sous contrat, et ça fait que du coup, tu vends des chimères à une vingtaine de joueurs par saison. Tu leur dis, tu vas être mon futur capitaine, mon futur bon joueur. T'en laisses une quinzaine sur le carreau sur ces 20 gars-là. T'en as plein qui passent pas pro ou alors qui font des carrières moyennes et qui auraient eu tout intérêt à rester dans leur club. Et malheureusement, avec ce système de filiales dans lesquelles t'envoies notamment Feering, c'est ça le club en D2 Liefering, Liefering, pardon, excuse-moi. Quand t'envoies les joueurs à Liefering,
forcément, ça fait un petit peu aussi il y a ce risque-là, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui signent là-bas et qui se retrouvent parfois à regretter leur choix a posteriori. En fait, Red Bull s'est inspiré de la stratégie qu'ils établissaient pour la Formule 1, c'est-à-dire on achète une écurie qu'on veut considérer comme principale, puis une pépinière à talent. Swan, tu l'évoquais tout à l'heure. Et ça s'inscrit dans une dynamique de club un petit peu satellite. Moi, je pense, on pense à Red Bull, mais on pense aussi par exemple au City Football Group qu'on a nous en France. Et si on a des supporters de l'Estac sur le chat qui n'hésitent pas à nous donner leur avis justement sur ce qu'ils ressentent sur ce City Football Group, pardon. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que l'avenir des grands clubs passe par ces clubs satellites ? Je ne sais pas si l'avenir des grands clubs passe forcément par les clubs satellites. Après, c'est une pratique qui peut se montrer intéressante pour eux. C'était en 2018, je crois. Le PSG, il y a eu des rumeurs dans la presse portugaise que le PSG allait racheter le Victoria Guimarães. Il y avait aussi avec un club belge. Oui, mais enfin bref, c'était un projet d'Antero Henrique en gros qui voulait lui avoir un club satellite pour le PSG. Et c'est typiquement le genre de choses dont le PSG aujourd'hui pourrait avoir besoin parce que le PSG est connu. Mais voilà, le PSG est connu pour avoir du mal à retenir ses jeunes, à leur offrir du temps de jeu. Tous les mecs qui sont partis, Moussa Diaby qui explose maintenant à Leverkusen, Nkunku à Leipzig, même si on pourrait questionner peut-être la fragilité défensive des équipes allemandes quand même. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont partis, qu'on aurait voulu garder, qui sont partis parce qu'ils avaient pas forcément assez de temps de jeu ou que c'était un peu bouché. Bah, tu rachètes un club dans une division un peu secondaire, même si la Ligue portugaise c'est quand même pas mal du tout. Sachant que souvent les jeunes ils veulent pas jouer. Voilà, quand je dis secondaire, j'exclus le Portugal parce que là je parlais du cas pour le PSG, tu vois, mais bon, et tu les envoies jouer là-bas, ils s'aguerrissent un peu, puis après quand ils sont prêts, ils reviennent et toi tu les fais jouer. Forcément c'est bénéfique pour un grand. Je ne sens pas convaincu en face. Mais non, mais imagine, enfin là je prends l'exemple pour parler de Gérard Lopez. Il est en train d'avoir une opposition. J'ai pas que c'est bien, mais tu vas me dire que c'est pas bénéfique pour les grands clubs de pouvoir un club comme ça ? Non, ce que je veux te dire, je me place pas du point de vue des grands clubs. Je prends l'exemple de Gérard Lopez. Non, mais la question c'était est-ce que vous pensez que c'est bénéfique pour les grands clubs ? Bah oui. Non, la question c'était est-ce que c'est l'avenir du football ? C'est pas un petit universitaire. Merci. Maintenant, je développe mon propos. Je voulais dire que Gérard Lopez, qui certes a les Girondins, bon, on voit ce qui se passe, c'est encore un autre débat, mais avec ses clubs filiales de Boavista et de Moucron, regarde l'état de Moucron actuellement. Ah mais bien sûr. Moucron, les mecs ne sont pas payés, le club est en faillite, les supporters sont tous dégoûtés de ça. Imagine si ton club est racheté par quelqu'un qui va en faire juste une filiale avec aucune perspective d'avenir tu me dis et ça qui sert à servir la soupe tu pour me les dis ça autres. comme si j'avais dit que c'était bien, mais évidemment ce qui se passe à Moucron c'est honteux parce que comme tu dis les mecs sont pas payés, ça se va pour le maintien. Lui il est arrivé il y a 2 ans, il dit oui ce sera pas un club satellite, je vais en faire la plateforme pour attirer les jeunes en Belgique machin et tout. Puis tu vois 2 ans après comme t'as dit les joueurs sont pas payés, ils disent on a perdu confiance dans la direction, les mecs se battent pour l'intérêt, lui il veut se débarrasser du Charles que c'est bénéfique pour les grands clubs. Non je dis que ça peut l'être. Je vais prendre l'exemple de Manchester City avec 3 qui est quand même proche de nous. De ce qu'on voit, les joueurs qui sont envoyés par Manchester City à l'Estac. Moi franchement, pour certains, je suis pas persuadé de leur motivation, vraiment, à jouer à 3. Et quand on regarde l'équipe alignée aujourd'hui par 3, il y en a beaucoup envoyés du City Football Group, il n'y en a pas beaucoup dans le 11 de départ. Donc est-ce que ça marche vraiment, même pour City ? Mais moi je pense qu'in fine c'est une mauvaise chose parce que tu as le risque qu'il y ait des clubs dans des ligues différentes, etc., qui deviennent simplement des fermes à joueurs où t'envoies jouer les mecs, où il n'y a pas de stratégie sportive à long terme. Ça a été mal pensé pour toi par City là, par exemple ? Par City, je sais pas, en tout cas par Gérard Lopez, c'est sûr, tu vois. Non, puis aussi, ça fait la part belle le fait que tu es les mêmes propriétaires pour plusieurs clubs, ça te fait aussi la part belle au magouille, mais à tout va. Par exemple, l'exemple de la famille Pozzo, qui détenait l'Udinese, Watford et Grenade, donc dans 3 grandes divisions européennes. Mais les transferts qui se faisaient entre tous ces clubs, des fois, tu avais des mecs qui gravitaient, qui étaient prêtés tous les 6 mois dans un des 3 clubs. Enfin, c'était n'importe quoi. Et tu peux légitimement, quand tu connais un peu tout ce qu'il y a derrière, tu peux légitimement douter qu'il y avait beaucoup d'agents qui plaçaient leurs pions là-bas sans forcément qu'ils jouent. Puis même au-delà de ça, moi je pense que ça peut pas vraiment devenir. C'est intéressant, je suis d'accord avec toi Charles pour des grands clubs, parce que ça permet de faire avancer les jeunes. Mais au-delà de ça, je pense pas que ça peut devenir un modèle pour le football, puisque déjà il y aura toujours des résistances. Il y a des gens qui sont très attachés à leurs clubs locaux. Tu parlais de West Ham par exemple, West Ham. Pour le coup, les historiques en Angleterre. Ah bah là ça sera plus compliqué, mais après on pourrait imaginer que Red Bull par exemple investisse en EFL Championship ou peu importe. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'il va aussi y avoir la FIFA commence à beaucoup s'inquiéter de ce modèle-là. Ils ont quand même fait passer une loi qui va entrer en vigueur dès juillet prochain. Qui va consister en fait à limiter le nombre de prêts autorisés entre des mêmes clubs. Donc ce sera 3 maximum entre 2 mêmes clubs, dans le sens des allées et des départs. Et il y aura aussi que la possibilité de prêter 6 joueurs par club
et par saison. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le règlement actuel de l'UEFA, qui a été très très bien contourné par Leipzig et Salzbourg, puisque officiellement Red Bull ne possède plus, n'est plus l'actionnaire principal. Simplement un contrat sponsoring. Voilà, exactement. Et donc le règlement de l'UEFA interdit à 2 clubs possédés par le même propriétaire de disputer des compétitions européennes. C'est-à-dire que dans un monde normal, sans contournement de la règle, Leipzig et Salzbourg ne pourraient pas jouer ensemble dans les compétitions européennes. Et ça, c'est quand même, Charles, un énorme frein pour le développement des clubs satellites, parce qu'en fait, on est obligé de niveler un petit peu vers le bas et d'aller chercher des clubs de moindre envergure. Je suis d'accord, mais après, en l'occurrence, comme tu l'as très bien dit, ils ont contourné la règle. Bien sûr. C'est que moi, j'ai tendance à penser que je dis pas que les règles sont faites pour être contournées, parce que non, c'est bien qu'il y ait des barrières, mais si quelqu'un veut contourner une règle, surtout dans ce genre de truc, tant qu'il y aura des failles, on va dire, les gens vont essayer de s'engouffrer dedans. Bon, après, je suis pas du tout juriste, donc et puis pareil, j'espérais que ça va s'arrêter. Mais... Sur au niveau du modèle Red Bull, je vois qu'en France, on est en train aussi de serrer la vis. Là, il y a la loi sport qui va prévoir de donner la possibilité de faire des contrats de 5 ans, enfin de 3 ans plus des années renouvelables pour les jeunes joueurs. C'est une super idée, et c'est une super idée, et ça va permettre justement de se protéger d'écuries super agressives comme ça, qui viennent voler les joueurs dans les centres de formation. Voler. Oui, je le dis, voler. Là, par exemple, Upamecano, pour reprendre son exemple, quand il signe d'abord à Salzbourg lui propose un contrat de 5 ans, ce qui n'est pas possible en France à l'époque, tu vois. Ouais. C'est aussi ce qui fait la différence. Peut-être que les Français pourront garder leurs pépites et les protéger plus longtemps. Leonardo, il s'est longtemps insurgé, quels que soient les griefs que je puisse avoir personnellement, mais Leonardo s'est longtemps insurgé sur ce problème parce que c'est vrai que les clubs français sont démunis face aux clubs étrangers. On a Soad qui nous dit, et si ces groupes avaient tous leur équipe A dans une ligue européenne avec des petits clins d'œil, pensez à mon avis Super League, voilà, c'est... Mais c'est vrai que quand on parle de ces clubs-là, on va conclure là-dessus, c'est vrai que pour les petits, dans l'histoire, je pense par exemple à Gérone ou Troyes dans le City Football Group, c'est vrai que par exemple, je suis supporter de Gérone, peut-être que je l'ai un peu mauvaise d'être simplement... Voilà, on me dit l'objectif c'est de devenir fan du projet City. Oui. Moi, en tant que supporter, j'en serais très éloigné du projet City. Je pense à mon club. Voilà, et moi, avoir 5-7 joueurs anglais qui viennent dans le championnat espagnol. Qui viennent 6 mois, faire les touristes. Pour l'exemple de Troyes, typiquement, en fait, le projet, c'est pas du tout de faire grossir le club et d'aller gagner quoi que ce soit. Le projet, on est une filière de joueurs, c'est ce que je te dis. C'est une ferme de joueurs. Les joueurs, ils viennent, tu les fais grandir, puis après, tu viens les récupérer quand ils sont prêts. Mais tu vois, là, au moins, j'ai envie de te dire, je suis pas du tout en train de vanter les mérites de ce truc-là, mais au moins, là-dessus, c'est institutionnalisé, et c'est pas comme quand les clubs avaient des clubs un petit peu satellites, mais pas forcément officiels, genre Chelsea avec Vitesse, par exemple, tu vois, où là, c'était vraiment la foire au prêt. Voilà, il y avait 10 préparants, mais la logique reste la même, en fait. Ouais, la logique est la même, mais au moins, là, c'est dans le même groupe, et je veux dire, les gens sont prêts à le voir sur le papier, si tu veux. Autant aller au bout des choses. Et c'est vrai que Erwin Perry, qui est toujours aussi précieux sur le chat, nous souligne, vu les résultats des équipes de City Group, 3 petits points, Gérone galère à remonter et n'arrive pas à remonter, 3... voilà, 3 c'était plutôt bien parti, mais c'est le contre-exemple du modèle Red Bull finalement. Ouais. Un petit peu. C'est vrai que Red Bull a aussi cette spécificité-là, c'est d'arriver à maintenir des résultats avec tous ces satellites quasiment. Après, pour le coup, Red Bull est quand même arrivé dans un contexte différent. Là, le City Football Group a racheté des équipes qui étaient en haut de tableau de D2 dans leur pays, donc avec le travail qui était déjà bien mâché. Là, Red Bull, dans les deux cas, ils ont racheté des clubs qui étaient au fond du trou. Sachant que moi, j'ai l'impression que j'ai, en tout cas, c'est que ça se fait plus. Les clubs Red Bull fonctionnent plus à l'avantage de la marque Red Bull en général, alors que tous les clubs satellites vont fonctionner autour de Manchester City. Voilà, c'est mais c'est vrai qu'il y a quand même au sommet de la pyramide, t'as pas une société comme Red Bull. Salzbourg, Haaland, il est parti de Salzbourg directement, tu vois, il est pas passé par Leipzig. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, non, c'est vrai que c'est finalement des modèles assez différents, même si c'est toujours ça de fonctionnement de club satellite. Red Bull est quand même très très spécifique. Et puis aussi au City Football Group, il y a aussi un autre intérêt, c'est que ça permet d'avoir des marchés en dehors du football aussi. Donc il y a aussi ce développement qui se retrouve aussi avec Red Bull, mais il y a aussi ce côté-là qui est très important dans ces systèmes de... c'est vrai que Red Bull, ça se retrouve quand même aussi. Oui, Red Bull, ça se retrouve aussi. Mais Red Bull, c'est déjà une marque mondiale en fait en soi. Tu vois, aller mettre le RB Bragantino maintenant, certes, on s'installe en Amérique latine, mais il y avait déjà la Red Bull Brazil Academy, donc il y avait déjà un pied-à-terre et le marché était déjà bien développé. Sachant que Red Bull reste une marque qui est impliquée dans le monde du sport, donc c'est pas non plus... dans le sport extrême, dans la F1. Pour tout vous dire, on a essayé de contacter quelqu'un du Red Bull, on aurait beaucoup aimé avoir quelqu'un qui puisse nous expliquer un peu les ressorts de cette stratégie, etc. Et on nous a bien indiqué qu'à Red Bull, on ne discutait pas de la stratégie sportive. Et quand tu parlais d'opacité, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on aurait aimé un petit peu
quand même en savoir plus. Mais heureusement pour nous, on avait le professeur Swan Dufour qui est bien sûr. Arrêtez. Il nous abreuve de son savoir. Évidemment. Bon, on va conclure là-dessus pour cette partie. On va parler 7e art dans quelques instants, c'est la sortie du mag, on est très heureux de vous le présenter. Alors on est déjà en rupture de stock, hein. C'est vraiment, voilà, on est déjà saturé, donc on l'a pas avec nous ce soir. Mais puisqu'on va parler 7e art, on va commencer par une petite respiration façon salon caviar, c'est l'entracte. Je bois un petit peu du coup, j'ai le temps de prendre une respiration. Mais vas-y, je t'en prie. Pendant ta respiration, je vais vous parler d'un film. Un film qui est sorti sur Netflix le 15 décembre dernier qui s'appelle La main de Dieu, un film de Sorrentino. Est-ce que quelqu'un l'a vu ici? Non, je n'ai pas Netflix. Non, personne. Pareil, à la réal, à la prod, personne ne l'a vu. Bon, bah très bien. Super, Corentin, toi t'as excusé. Le même soir, il y avait un Dijon-Niort en Ligue 2 d'anthologie. Bien sûr. Je comprends que t'aies fait l'impasse. C'était un très bon match et Dijon s'est ressaisi maintenant. Voilà, c'est ça, exactement. Super, je savais que je pouvais compter sur toi pour avoir ça. Bien sûr. Le chat, je leur demande pas si je leur parle de Sorrentino. Ils vont me citer l'ancien gardien du Chievo Vérone. Donc, ouais, il n'y a pas de problème. Non, Sorrentino, un des plus grands réalisateurs italiens du moment, qui a fait un film qui s'appelle La main de Dieu. Là, si je vous parle de La main de Dieu, forcément. J'étais pas né, hein, mais on en a quelques souvenirs. Très bien, super. Maradona, évidemment. On n'allait pas te le dire quand même. Je sais pas, je me pose des questions maintenant. Voilà, on sait que t'es jeune, on avait un petit doute. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un film donc sur Maradona et sur plus exactement ce réalisateur-là, Sorrentino, sa jeunesse, quand il était tifoso du Napoli dans les années 80, donc le Napoli de Maradona, il allait tout le temps au San Paolo, etc. Et ça montre bien à quel point finalement lui-même le dit, Maradona lui a sauvé la vie. Alors évidemment, je vous spoil pas, vous irez voir le film par vous-même pour voir comment ça se passe et comment est-ce que Maradona a pu le sauver. Mais je trouve que ce film, duquel on parle d'ailleurs dans le dernier numéro de Caviar Magazine, c'est un film qui dépeint à merveille toute la passion qu'on a autour du Napoli dans la ville de Naples. Je pense que vous avez tous le cliché de Naples comme étant une ville où il y a un bordel ambiant, une ville où tout est vécu avec une passion démentielle, un peu le Marseille d'Italie. Et je pense qu'on a tous raison en disant ça, c'est totalement vrai. Naples, c'est fou. C'est incroyable, franchement. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Naples, non, si vous avez eu la chance d'aller. J'ai eu la chance, c'est vrai que même dans les rues, en fait, même quand il n'y a pas de match, j'ai pas eu la chance de voir un match. Mais franchement, c'est un truc de dingue. Quand tu vas dans les rues, tu vois qu'il y a des santons avec la tête d'Insigne ou d'Amsic. Tu vois que tu as des hôtels à la gloire de Maradona. Et puis même tous ceux qui sont, pas allés à Naples, on a tous l'image en tête du speaker du San Paolo. C'est ça, des Cyril Bellini, enfin voilà. Higuaín là. C'est ça, t'as tous ces mecs-là, justement. Entre guillemets, ce gros port d'Higuaín, je cite en version napolitaine, il a les honneurs des papiers toilettes dans la rue de Naples. Enfin bref. Tout est totalement décuplé en termes d'intensité et c'est une ville dans laquelle, justement, si vous avez... Corentin, t'as pas pu aller voir un match parce que, justement, je pense que t'as pas forcément trouvé la billetterie du Napoli. Alors non, j'ai pas spécialement cherché. T'es juste pas un homme de culture, en fait. J'étais avec mes parents qui avaient soif de culture et on est donc allé à Florence derrière et on n'est pas resté longtemps. Mais en tout cas, pour ta propre culture, sache que la prochaine fois que tu iras à Naples, n'essaye pas d'acheter des billets sur Internet parce que le Napoli, c'est sans doute la seule équipe d'envergure européenne pour laquelle la billetterie en ligne est absente. C'est bien simple, si vous voulez acheter un billet, il faut que vous alliez dans une espèce de boutique, enfin plein de boutiques en fait, des Napoli Store plus ou moins officiels, des trucs un peu sombres et opaques parfois. Vous allez dans l'arrière-boutique, et il y a un type qui est en train de manger ses spaghettis alle vongole, donc aux fruits de mer, avec un survêt, un accent un petit peu comme dans Gomorrah, qui vous explique que en gros, pour avoir un billet, il faut lui laisser un petit billet de monnaie pour avoir un ticket pour le San Paolo. Vous allez manger votre pizza et lui vous ramène le ticket juste après. C'est véridique. C'est un PNJ genre Non, c'est des vrais mecs pour le coup. Mais je te jure que c'est 100% réel. Pour avoir un billet, je savais pas comment faire. J'ai pris mon billet en faisant comme ça, en laissant du coup un billet d'argent à ce mec-là. Je suis allé manger ma pizza, il m'a rendu le ticket. Donc j'ai pu aller voir le match du Napoli. Match nul comme par hasard. C'était quoi quel était l'adversaire C'était la Roma d'Edin Dzeko et du grand Steven Nzonzi. Tu m'as impressionné d'ailleurs en vrai. Physiquement gros, on est d'accord. Ah non mais pour le coup impressionnant. Non, quand tu le vois en vrai, il est impressionnant. Mais oui c'est sûr, il opéra aussi en vrai, il doit être impressionnant. Pour le coup il avait bouffé, c'était Alan qui était face à lui, il l'avait bouffé. Bref, tout ça pour dire que Naples, cette anecdote, elle raconte un petit peu tous les clichés qu'il y a autour de Naples, qui est une ville qui est fortement inspirée, qui inspire tous les réalisateurs. Il y a des couleurs qui sont dingues à Naples. Tout le regarde, bleu, elles sont à l'écran. Voilà, regardez sous l'écran, ce bleu azur de Schtroumpfesque même de la Méditerranée, le Vésuve qui est là-bas, le jaune sur les murs, le rouge bien évidemment sur la pizza. Enfin bref, on peut comprendre que toutes ces couleurs, avec en plus le ciel et blanc du Napoli, ça inspire des réalisateurs. Alors, tous les films sont pas forcément égaux. Il y a eu un film sur Netflix qui s'appelait Ultra qui était sorti pendant le confinement. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. La bande-annonce, mais ça n'avait pas. Ouais, c'est ça. Il avait été décrié d'ailleurs chez Caviar. Il n'avait pas forcément fait l'unanimité. On avait publié une espèce de critique qui était à deux voix. Je sais pas si on peut avoir la capture d'écran en régie, mais en tout cas, ça montrait à quel point c'était pas forcément. Il n'avait pas fait l'unanimité. Sur place, très critiqué parce que vision caricaturale de la violence des ultras. Et je pense qu'à ce titre, ça peut être plus intéressant de voir le film qui s'appelle tout simplement Diego Maradona,
un biopic qui est sorti il y a 2 ans, donc peu avant sa mort au cinéma, qui a été bien réédité depuis, qui est passé sur Canal et Arte, et qui me semble super intéressant. Et d'ailleurs, c'était l'occasion de revoir le Napoli qui gagne le Scudetto. Et ça, c'est pas tous les jours. C'était quand la dernière fois d'ailleurs 87. Non, 87 c'est le premier, 90. Ouais. Et d'ailleurs 87, le jour du Scudetto, je crois que c'est le 12 mai, t'as plein de restos qui s'appellent 12 mai en italien parce que c'est le jour de la victoire du Napoli pour le Scudetto. Donc là encore une petite anecdote. Alors, ils ont que 2 Scudetti. Ils ont que 2 Scudetti, ils ont une finale du UEFA, où d'ailleurs je crois qu'ils jouent contre le Lokomotiv Leipzig, ou c'est un an avant peut-être. La finale du UEFA où ils font un parcours de dingue, ils sortent les Girondins notamment. Ah, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus. Enfin, qu'ils avaient plus de titres que ça. T'as vu la période Maradona, un peu dans les années 60-70 où ça faisait quelques qualifs en Coupe UEFA, mais c'est tout quoi. Alors la capture d'écran a mis le feu en régie, donc Clément Duranton m'a indiqué, me faisait des grands gestes. Non, bah c'est pas grave, en tout cas, allez voir un article sur le site. Et Saud sur le chat qui nous dit la vie à l'italienne, c'est presque encore plus fort, c'est presque à la démesure, à l'excès. Et encore plus à Naples finalement. Encore plus à Naples où tu te fais klaxonner quand tu traverses au feu vert pour toi. En tout cas, la recommandation. Ouais, mais bon, c'était une fois. À Naples, c'est institutionnalisé. La recommandation ciné, en tout cas, on la note. Elle est évidemment dans le magazine Caviar, magazine qu'on est très très fiers de vous présenter. Foot et cinéma à l'honneur dans cette édition. On parle de tout, on parle de fiction, on parle de documentaires, de plein de choses. Il y a vraiment tout à piocher dans ce numéro. Et justement, nous, on va revenir sur les documentaires plutôt, parce qu'on en voit de plus en plus. Ces derniers temps, vous voyez, on fait circuler ce magnifique visuel. Vous avez un petit aperçu du Caviar plein cadre que vous pouvez vous procurer. C'est la 10e édition, voilà, déjà la décima pour Caviar Magazine. Et donc, nous, on va parler des documentaires parce que vous en voyez de plus en plus dans tous les clubs. Je parlais de Sunderland, de la Juve, de Tottenham, du Paris Saint-Germain. Bref, vous avez vraiment un catalogue immense de documentaires. Mais est-ce que ça nous raconte bien la vie des clubs ou est-ce que finalement c'est des grosses opérations de com? Donnez-nous votre avis sur le chat, donnez-nous vos conseils éventuellement si vous avez des belles séries à regarder, ce que vous en avez pensé aussi. Et nous, on va se poser la question entre nous. Alors les gars, opération de com ou vrai inside? Forcément un peu, c'est comme quand Mourinho il est en conférence de presse et on lui demande qu'est-ce qu'il a dit au vestiaire à la mi-temps pour renverser la situation. Je ne sais plus quel match c'était. Et il dit vous avez qu'à acheter le documentaire sur Amazon et vous verrez tout. Non, c'est clair. Et puis, je pense qu'effectivement, il y a un côté opération de com, encore plus d'ailleurs quand Netflix le produit, etc. Mais je pense que pour autant, dans le documentaire Sunderland Till I Die, par exemple, on voit vraiment qu'il y a quand même des moments de vie qui sont intéressants. Je pense notamment les derniers jours du Mercato. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces épisodes. C'est super intéressant de voir le directeur sportif qui s'arrache les cheveux, même s'il n'en a pas, mais qui est super stressé au moment d'appeler les clubs, les agents, etc. pour ficeler ça. C'est bien de voir ça de l'intérieur. Ouais, c'est exceptionnel de se voir. Ça se joue à quelques mails. C'est ça, voilà. Ouais. Après, pour contrebalancer, j'ai extirpé carrément. Il allait creuser avec une citation de Julien Camille, donc, qui est cinéaste et journaliste indépendant. Donc je l'ai extirpé du magazine Caviar numéro 10. Et Julien Camille, lui, il a un point de vue très tranché finalement sur les documentaires sur le football. Donc je vous le cite, il dit qu'il y a eu un basculement avec l'arrivée des plateformes dans un monde où une société de l'image s'est mise en place. Le contrôle de leur image par les footballeurs est bien plus fort qu'en 98. Et maintenant, les documentaires sont complètement tenus, ce qui donne des produits aseptisés, semblables à des produits marketing, dans lesquels on n'apprend pas grand-chose. Mais je suis totalement d'accord avec ça, parce qu'il y avait un... Attends, tu veux peut-être... Parce que je te sens non, mais vas-y, nous lâcher encore une fois de tes perles de science. Mais non, vas-y Charles, je t'écoute. Vas-y Charles. Ouais, parce qu'il y avait un documentaire qui était sorti sur le parcours du PSG quand on est arrivé en finale. Quand le PSG est arrivé en finale. Non mais tu peux t'inclure dans l'histoire. Vous êtes attaché à la presse du Paris Saint-Germain, si vous ne vous rappelez pas, c'est moi qui ai mis le but de la victoire contre l'Atalanta, donc je peux dire on. Non, sérieusement, en gros, quand ils sont arrivés en finale de Ligue des Champions, le documentaire, je l'attendais quand même pas mal parce que je me suis dit, il y aura des moments forts, il faut des insides, mais ce que tu dis, c'est qu'au final, comme tu le dis, ça donne quelque chose d'assez fade. Même pour aller plus loin, Marseille a fait pareil quand ils sont arrivés en finale de Ligue Europa en 2018. Ils ont produit un documentaire donc, sur l'épopée pour mettre tout ça en valeur, mais finalement, c'est des documentaires qui sont produits à l'intérieur du club par OM Productions. C'est ça, et 2018, par exemple, la FFF a coproduit le doc, donc en fait, la FFF a coupé les séquences qu'elle voulait couper aussi. Ça devient une arme de communication, tout simplement. Donc, non, c'est clair. Après, pour le coup, tu vois, je vais prendre un exemple dans notre sport. En rugby, par exemple, la FFR fait tout le temps des vidéos, des inside des matchs du 15 de France. Certes, c'est de la com, etc. Mais je trouve qu'il y a des points qui sont intéressants, notamment le capitaine qui prend la parole à la mi-temps pour décrypter des points tactiques de jeu, etc. Je trouve que c'est intéressant malgré tout de voir ça, de voir ce qui se dit dans le vestiaire. Certes, c'est de la com, faut pas se le cacher et tout, mais quand tu arrives à passer outre ça, tu vois des trucs intéressants. Il faut le prendre avec beaucoup de recul. Ouais, bien sûr, moi, je trouve ça intéressant, comme il dit Elio, c'est parce que je pense qu'il y a vraiment, dans notre société, au-delà du football, il y a une demande de voir les coulisses, de comprendre comment les choses sont faites, comment les choses se fabriquent, comment les choses se pensent.
Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est répandu de partout. Moi, je pense à la politique, par exemple. Il y a beaucoup plus de candidats maintenant qui mettent des images de la fabrication de leur campagne, de comment ils mènent les mais choses. ça donne une image très storytellisée, Oui, avec énormément d'émotions. Mais on reste du spectacle. On reste dans la communication. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi une demande, comme il dit Elio, c'est les gens ont envie de ça. Enfin, les gens, moi aussi. Le consommateur, Le consommateur a envie de ça, a envie de voir les coulisses, a envie d'en savoir un peu plus, a envie de connaître un peu l'intime. Et ça, je pense que c'est vraiment une tendance générale aujourd'hui, au-delà du football. Ce qui pourrait être intéressant comme piste pour améliorer ça, ça serait que, et notamment quand c'est des trucs produits par des documentaires produits par des sociétés indépendantes, ou en tout cas qui n'ont pas de lien avec le club. Je crois que Canal avait fait un truc avec Montpellier, par exemple. Ouais. Et super ça, Montpellier, je l'ai pas vu, mais apparemment c'était génial. Ouais. Ça pourrait être intéressant justement que Canal dise de manière totalement opaque, telle scène, on a refusé de la faire passer. Pour X ou Y raison, mais juste telle scène, on a refusé de la faire passer, histoire qu'on voit dans quelle mesure c'est totalement fidèle à la réalité, et surtout quelle est la proportion de scènes qui sont coupées et de censure. Voilà. Il y en avait vu, par exemple, il y en avait eu plusieurs dans le doc de 2018 sur la Coupe du Monde, ce qu'explique Sébastien Meunier, qui a réalisé Les Yeux dans les Bleus, et qui disait, moi aujourd'hui je n'aurais pas la même liberté de ton. Et donc c'est un petit peu faussé quelque part quand même. Ouais, puis après, faut se mettre aussi dans la place de la notoriété qu'a acquis le foot et le footballeur depuis 98. Maintenant, ils ont tous des images de marque, ils ont plein de sponsors perso, des community managers. Tu parlais du rugby, mais le cas des joueurs de rugby, enfin en termes d'image, c'est pas le même. Non. Tu vois, même un Antoine Dupont qui est le meilleur joueur du monde actuellement, tu vois, je pense que c'est beaucoup moins compliqué d'avoir son image que Paul Pogba par exemple. Ça, je suis d'accord. On a Soad qui nous dit sur le chat, j'ai vu Galacticos sur Disney+, c'était sur l'arrivée de Florentino Pérez au Real, qui nous dit c'était très vite fait, rien de ouf quoi, et il nous dit on veut voir les coulisses. Mais on veut voir des coulisses avec du scénario. C'est ça aujourd'hui. C'est ça, on a tendance un peu à scénariser toutes les choses, parfois à les romantiser aussi, ça dénature. On va sur l'émotion permanente. Mais tu vois, pour reprendre l'exemple du documentaire sur Tottenham, il avait pas trop mal marché parce que tu avais des bons personnages comme Mourinho par exemple, tu vois, quand il prend les joueurs un à un dans son bureau, il discute avec eux, des fois en étant très Mourinho quoi. Mais forcément, c'est un acteur à lui mais voilà, c'est ça en fait. C'est ça finalement qu'on recherche quand on voit ça, c'est des moments forts. Mais on reste dans du stéréotypage. Non mais évidemment. Non, ça reste dans le faut pas chercher ça. Mais après, par exemple, si tu reprends l'exemple de Sunderland, là où Netflix avait été intéressant dans sa production, c'est qu'ils étaient allés voir, par exemple, des supporters. Je me rappelle que la première scène, je crois, c'est dans une messe. C'est avec des supporters. Ou en tout cas, je me rappelle une scène où ils vont voir une messe qui est dédiée au club, etc. de Sunderland. Ils vont voir des supporters dans les pubs, chez eux et tout. Enfin, certes, c'est scénarisé, c'est stéréotypé, tout ce qu'on veut, mais il y a quand même du vivant et ça dépeint quand même une réalité, je trouve. Et puis après, là, on est aussi en train de se focaliser que sur les documentaires qui retracent des saisons ou qui cherchent à avoir une équipe. Mais moi, je sais que j'ai toujours aimé les documentaires qui retracent la saison d'un joueur, pas la saison, la carrière, pardon, d'un joueur. Donc, que ce soit ceux sur Messi, je pense là très récemment, il y a quelques temps déjà, mais Monumental, pas Monumental, qu'est-ce que je raconte le documentaire de Canal sur Mbappé. Je l'ai pas vu non plus. Il y a celui sur Neymar qui est sorti par exemple sur Netflix il y a pas longtemps. Lui pour le coup je l'ai vu, il est pas. Après je l'ai regardé qu'à partir du moment où la remontada a été terminée. Je pourrais pas vous donner les éléments, mais c'est vrai que finalement pour le coup moi j'ai plus eu l'impression de quelque chose de scénarisé. Il y avait des moments sympas mais j'ai pas appris grand chose. Ouais, parce que tu suis ça au quotidien aussi. On n'est peut-être pas le public en fait. C'est peut-être tout simplement à la manière d'un biopic sur Maradona dont je parlais. Je pense que le mec qui a suivi le Napoli à l'époque apprend. Là, je vais vous faire réagir là-dessus. Il y a quelque chose d'intéressant. C'est l'ancien patron d'Eurosport, Arnaud Simon, qui dit l'écriture documentaire apporte une authenticité recherchée par les plus jeunes qui regardent moins les directs. Et comme par exemple la série sur la F1, c'était aussi un moyen de garder les jeunes publics vers le football et ça va aussi vers une nouvelle consommation du foot. Mais est-ce qu'on voit ça comme un produit d'appel, c'est-à-dire un complément pour s'intéresser peut-être au match, au direct, ou comme une concurrence carrément au match, ça peut remplacer un peu la... C'est deux produits différents. Moi je pense que c'est deux domaines qui sont différents. Regardez un match, on n'a pas la même attente qu'un documentaire, on recherche pas la même chose. Mais parce que c'est aussi pas les mêmes... Moi je pense que c'est pas les mêmes prix. Par exemple, avec l'explosion des droits télé, on peut avoir des jeunes publics qui ont tendance à se dire bon bah voilà, je ne paye pas Canal, je ne paye pas... Tu t'es d'accord avec moi, mais je pense que si t'aimes pas regarder les matchs... On est en vie au monde 2.0 maintenant. Même si à partir du moment où t'aimes pas regarder les matchs, tu vas pas aller... J'imagine pas avec quelqu'un aller se taper des ordres documentaires. Pour le coup, si. Pour le coup, il y a quelqu'un qui regarde pas du tout les... Par exemple, quelqu'un qui regarde jamais les matchs du Tottenham, il va aller regarder un documentaire sur Tottenham. Ouais, pour Sunderland, j'ai vu un match, tu vois. Et même, il y a plein de personnes qui... Oui, mais t'aimes le foot, tu regardes des matchs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de personnes... Oui, t'as besoin d'être fan du club, mais là, on parle... Tu regardes du foot. Attends, mais oui, mais là, on parle un peu notre bulle en tant que consommateur qui regarde beaucoup de matchs par semaine. Mais t'as plein de gens qui regardent des matchs de foot, enfin qui regardent pas de matchs de foot, pardon, qui regardent des résumés, mais qui s'en fichent totalement de regarder les matchs et qui sont intéressés par les produits comme ça, mais qui ont la flemme de se taper, il faut dire ce qui est, 90 minutes devant du foot.
Ça existe. Ça, c'est je suis d'accord. Non, mais ça, c'est ce que. Mais non, mais pour le coup, c'est ce que Infantino et tout essaient de nous vendre. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Et là, je suis premier à regretter, tu vois. Moi, je les ai jamais rencontrés, ces gens-là. Alors que Florentino Pérez, lui, il les a tous rencontrés, apparemment. Comme quoi, on doit pas traîner aux mêmes endroits. Mais moi, personnellement, les gens qui aiment bien regarder un quart d'heure de match. Je vais raconter ma vie, mais typiquement, il y a pas longtemps, j'ai revu un pote d'enfance, j'avais pas vu depuis super longtemps. Il me dit, mon rapport au foot, c'est je regarde les résumés sur la chaîne YouTube des diffuseurs et les vidéos de Willou sur YouTube. C'est ça, c'est des nouvelles consommations. C'est une nouvelle consommation, c'est tout. Est-ce que tu, par exemple, est-ce qu'il t'a dit pourquoi il faisait ça? Il a abonné Canal. C'est ça qu'il faut regarder les matchs, tu veux pas les regarder? Ouais, parce que la flemme, parce que tu vas faire ou quoi, tu vois. Et c'est pas un manque de spectacle, est-ce que c'est pas assez intensif? C'est les fans de Bordeaux, je comprends qu'ils regardent que Et encore, des fois, vous Et encore, tu sais quoi, quand je l'ai vu, c'était juste après la première mi-temps de Nice PSG, je peux te dire que pour le coup, il a pas été servi. Ah oui, bah il a regardé Nice PSG pour le coup. Mais du coup, non, pour revenir à ce qu'on disait, je pense qu'effectivement, je pense pas qu'un documentaire comme celui de Tottenham, ça soit comparable à Drive to Survive pour la Formule 1 par exemple. Parce que le foot, c'est quand même le sport universel. On est tous confrontés, ne serait-ce que dans la cour de récré, à avoir un ballon de foot. La F1, c'est pas un truc qui va de soi. Tu vas pas piloter un bolide à 300 à l'heure ou je sais pas. La F1, la série, elle a vachement participé à démocratiser la F1, y compris pour les non-initiés. Mais justement, parce qu'il y avait beaucoup de non-initiés. Il n'y a pas beaucoup de non-initiés au foot. C'est ça en fait, c'est la série qui a amené les gens vers le produit final, tu vois. Mais le produit qui aujourd'hui reste valorisé, c'est la F1. Donc vous voyez tout ça comme un complément. Là, en fait, c'est en plus, on aime le foot et on s'intéresse en plus aux petites histoires qu'il y a derrière. Et pour le coup, je suis vraiment d'accord avec Swan, c'est-à-dire sur le fait que ça peut être très intéressant pour connaître la carrière d'un joueur. Donc par exemple, moi j'ai vu la série qu'ils ont fait sur Netflix sur Pelé. Parce que personnellement, Pelé, c'est un joueur que j'ai pas du tout connu. Donc j'aurais. Oui, parce que je ne suis pas si vieux que ça. Mais tu vois, en l'occurrence, c'est important pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais vu Pelé jouer, de pouvoir peut-être comprendre ce que peut représenter Pelé pour les gens qui justement l'ont vu jouer. Parce que tu sais, on essaie de faire des comparaisons inter-époque et tout. Il y a des gens qui vont lui dire, ouais, mais Pelé à son époque, il jouait en claquettes comme des peintres. Et sauf que lui, il a aussi été un ovni. Enfin, c'est un débat pareil, mais il a aussi été un ovni à une époque où. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que dans une certaine mesure, c'est vrai, mais d'un autre côté, comme tu dis, ça défend des super durs sur lui, et c'est plein de trucs qu'on peut découvrir à travers cette série. Moi, je trouve ça super intéressant. Moi, j'adore ça. Moi, quand on retrace la carrière d'un joueur, de préférence une grande carrière, c'est toujours mieux. C'est ce qui est en général, oui, c'est vrai publicité. Même la télé, ça n'en parle. On voit RMC pour pas citer, ou même d'ailleurs Canal. Enfin, toutes les chaînes un peu essaient de s'emparer du moi, phénomène. Franchement, je trouve que Canal a un regard et une manière de faire des documentaires qui est top. Je pense par exemple à la série Stade, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a été diffusée, je pense, il y a 2 ans. C'était peut-être même un peu davantage, mais. Et c'était vraiment une série documentaire. Moi, j'ai trouvé, mais vraiment, il y avait de l'émotion. C'était sur quoi déjà? En fait, ça retraçait. Ils allaient dans plusieurs pays du monde, beaucoup en Europe quand même, et sur des stades atypiques. Ils étaient à Sanchez-Pizjuán notamment, à Séville. Ouais, il y en avait un en Afrique, il y en avait un en Norvège ou quelque chose comme ça. Il y avait des stages un peu probables sur les fjords. Et franchement, elle est encore sur Canal, il me semble. Il y a aussi à la demande, c'est une super belle. On va juste terminer là-dessus, mais dans l'explosion des documentaires, il y a l'impact non négligeable des confinements. Au moment où il n'y avait plus de sport, on va aussi donner un peu autre chose, et ça a aussi influé sur l'audience. Ouais, très clairement. Par exemple, Sunderland, je l'ai vu pendant le confinement, tu vois. Typiquement, c'est parce que tu avais ce manque, on est tellement habitué à regarder du foot tous les 3 jours ou plusieurs matchs par semaine, etc. On a été coupé de ça, comme ça, d'un coup pendant le premier confinement. Forcément, fallait substituer le produit phare. Et moi, tu vois, paradoxalement, j'ai arrêté de regarder du foot comme il n'y avait plus de foot. Donc c'est-à-dire que j'ai pas regardé du tout de documentaire foot sur la période, et je sais pas pourquoi, je dois marcher un peu comme un, toujours plus. Tu devais peut-être décrocher tout simplement. Et je sais que moi j'ai pas du tout regardé de documentaire football. C'était qui la tête de Marseille à ce moment-là? Pardon? Qui dirigeait Marseille à cette époque? C'était Jacques Henry. C'est pour ça. Bon, en tout cas, dans le magazine, vous aurez notamment un super entretien avec Stéphane Meunier, les yeux dans les bleus, qui vous raconte un tout petit peu les coulisses. C'est vraiment succulent. Je crois que vous l'avez lu autour de cette table. C'était vraiment délicieux. On vous le conseille. Et il y a aussi évidemment plein d'autres dossiers sur le foot et le cinéma. Dans cette émission, on vous compte aussi les histoires des grands personnages du foot. Tout de suite, ce sont les arrêts de jeu du Salon Caviar. Oui, parce qu'en fait, on en a parlé là pendant une petite demi-heure, mais aujourd'hui, le foot, c'est comme du cinéma, finalement. Plutôt, je dirais que c'est un peu comme une histoire où on a besoin d'antagonisme, on a besoin de méchants
Pourquoi on a besoin de méchants? On a besoin de gens qui représentent le mal, parce que au fond on est tous d'accord, je pense qu'on a tous besoin de se sentir des bonnes personnes, de se dire qu'on fait les bons choix dans la vie, et que finalement on fait partie du camp du bien. Donc on est des gentils, quoi. Non mais voilà, mais en plus je sais, vous allez me demander, mais comment font les supporters de l'Olympique de Marseille? Déjà je ne pourrais pas vous répondre. Ça commence à chaque fois. La chronique est neutre journalistiquement parlant, t'es en pleine objectivité. Mais vas-y, continue. Enfin bref, on a besoin de méchants, dans le foot c'est pareil, ça tombe bien, on en a toujours eu. Sur le terrain pour commencer. Bon, pour situer, par exemple, on a eu des charnières un peu comme celle de Pepe et Ramos, qui, pour ma génération, sont, voilà, comme on peut voir sur l'écran, l'équivalent d'un binôme de l'Akatsuki. Non, mais il faut se rendre compte, les mecs, quand ils arrivent sur le terrain, quand même, ça sent le sang, la sueur et les larmes. Hein. Ah, ça fait peur. Ouais. Même si les larmes et le sang sont rarement les leurs. Bon, bref. Ouais. Après, t'as eu des gens qui ont voulu se la jouer un peu dans ce style-là, comme Paredes, bon, même si c'est comme quand tu compares. Qui est aussi un merveilleux joueur de football. Oui, tout à fait, le capi. En tout cas, voilà, c'est bon, comme quand tu compares Boruto et Naruto, tu vois, c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait pareil. Enfin, bon, bref. Ensuite, sur le terrain, il n'y a pas que les joueurs, il y a les arbitres. Bon, je sais, on n'est pas censé parler des arbitres. Enfin, bon, des fois, c'est quand même un peu difficile. Je suis désolé, des fois, on ne peut pas s'empêcher de le considérer comme un méchant. Sauf si vous jouez pour le Real Madrid, ponctuellement, vous pouvez le considérer comme un allié. Ponctuellement. Donc, on va prendre un exemple très concret. Denis Aitekin, ça vous parle ou pas? Pas du tout. Ouais. Non, ça te parle pas? Moi, je sais pas qui c'est. C'est le formidable arbitre de la remontada dont le nom me rentrera jusqu'à la fin de mes jours. Mais évidemment. Oui, parce que les arbitres, je connais pas non plus des masses. Mais celui-là, tu l'as retenu. Celui-là, je l'ai retenu. Parce que redis-moi son nom. Comme ça, Denis je te le ressortirai pour t'embêter. Denis Aitekin. Denis Aitekin. Je peux faire l'envers aussi, si tu veux. Parce que bon, lui, si tu prends cinématographiquement, c'est l'équivalent du petit chauve là bossu qui ramène les Perses derrière les Spartates dans 300. Passage en commission de discipline là. Ouais, on le salue, carton. On le salue s'il nous écoute d'ailleurs. Voilà. Franchement. J'espère qu'il nous écoute. Qui réagit sur le chat. Denis Aitekin, si tu nous écoutes, je ne t'aime pas. Voilà. Bon. La parenthèse est refermée, on enchaîne. Bon, finalement, tous ces gens-là, ils n'ont pas d'importance face aux vrais méchants du foot. Ceux qui prennent toutes les mauvaises décisions pour toutes les mauvaises raisons. Et quel meilleur exemple de cette génération d'acteurs du foot que l'ex-tutor, Gianni Infantino, que vous pouvez voir sur votre écran. Ah, on active en régie. Non, pas ta tête. Ouais, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Voilà. Oui, il est beau. T'étais plus beau. Bon, parce qu'au-delà de porter la calvitie avec la même prestance que Lord Voldemort, les décisions et les projets qu'il présente ne donnent quand même vraiment pas envie. J'aurais autant envie que la suite d'un film français à succès, hein, je vous laisse imaginer. Donc heureusement que face à tous ces méchants, il y a quand même... Non, mais non! La photo, s'il vous plaît! C'est pas respectueux, non mais Corentin Roland, moi je peux pas tolérer ça. Mais tu assumes pleinement cette propos et tu passeras en commission de discipline. Bon, heureusement quand même que face à tous ces méchants, on a quand même des vrais gentils, des gens des bons, ceux qui pensent aux autres avant tout. Nasser El Khelaïfi, par exemple. Oh bah oui. Oui, bien sûr. Le président du PSG qui s'est opposé, on le rappelle, à la Super League au nom d'un football populaire accessible à tous. Oui, tout ce qu'il incarne au jeu. Tout ce qui est son club. Non, mais c'est vrai, mais ça donne de l'espoir, non? Non? Oui. Ah oui. Ouais, parce que après, oui, il y a des gens qui ont dit que bon, c'est pas vraiment dans l'intérêt du foot et que c'est parce qu'il avait passé tellement de temps à essayer de se mettre dans les petits papiers de l'UEFA que bon, c'était quand même pas le moment d'en sortir. Mais moi, non, je n'y crois pas. En tout cas, en vrai, la vérité, c'est que je ne veux pas y croire. Parce que si c'est vrai, c'est dire que le foot est un film, c'est-à-dire que c'est le genre de film où c'est le méchant qui gagne à la fin. Bah voilà, super fini. C'est une belle fable. Alors moi, quand je pensais qu'il me parlait des méchants du foot, je m'attendais pas tout à fait à ça. J'aurais mieux fait de lire la chronique peut-être avant. Ouais, moi non plus. Je m'attendais à des Joey Barton, des Jones, des Schumacher. Voilà, c'était des vrais méchants. Et non, t'as été sur le registre des méchants doux. Voilà, des méchants qui ne taclent pas. Enfin, on a commencé avec Pepe Ramos. Qui font peut-être plus mal au fond. Voilà, qui font peut-être plus mal au fond. Alors Elio, je sais que t'as très envie de jouer. On va terminer par un petit quiz. Allez. Le thème, évidemment, le foot et la fiction. Parce qu'on n'a pas parlé, on a parlé des docu, on va parler un peu de fiction. Et bah oui, on va parler des frappes du pointu, voilà, on va parler des angles de Karim Samoracro, ces remontées de balles qui durent 2 épisodes. Hein. On va parler d'un peu tout ça. La règle, le premier qui répond. Si vous avez faux, vous devez attendre que les autres participants aient fini de participer pour rejouer. Attends, redis. Non, mais c'est trop tard. Non, mais attends, mais moi je veux comprendre les règles. Je joue pas un jeu. Tu es éliminé si tu perds. Un prof, c'est simplement consigne. Si tu participes. Donc tu prends le risque. On commence en 94 avec le Ballon d'Or de Tchèque Doucouré, c'est l'ascension jusqu'à l'Europe de Bandian, un jeune Guinéen. Là, t'as fait ton Julien Lepers, on a rien compris. C'est l'ascension jusqu'à l'Europe, de Bandian, un jeune Guinéen. Mais de quel joueur africain le film s'inspire-t-il? Ça s'appelle Le Ballon d'Or. George Weah. Je vous donne un indice, c'est le premier Ballon d'Or africain en 1970. Malien, passé par Saint-Étienne, l'OM et Valence. Bédi Pelé. Non. Charles Fordon. Il est putain, il est gagné. Tu t'es trompé? Ouais.
ton tour va passer. J'ai plus de. Léo, mais j'ai pas inventé. Il a pas bien répondu. J'ai un doute sur le prénom. Ouais, mais Charles met trop de temps et tu as répondu aussi. J'ai un doute sur le prénom. Keita, le nom de famille. Salif Keita. Salif Keita, voilà. Très bonne réponse. Un point pour Elio. Bono, je n'ai pas de connoté les points, j'espère que je vais retenir. On passe à Didier. 1996, exceptionnel film avec Bakri et Alain Chabat. Et cette fameuse réplique, on ne sent pas le cul. Donc, il y a cet exceptionnel duo entre Alain Bakri, et Alain Chabat, mais aussi un jeune joueur du PSG de 20 ans qui plus tard deviendra sélectionneur de l'Algérie. Qui est ce joueur? Alors, attends. Quelle année le film? Non. Le film, quelle année? 1996, à l'époque il a 20 ans, il est tout jeune joueur du PSG. Et il est... Jamel Belmadi. Jamel Belmadi, très bonne réponse, 2 points pour Elio. Il joue un petit rôle de figurant dans le vestiaire et à l'époque il jouait au PSG. Le film Joue-là comme Beckham, 2 points pour Elio, a été le premier film européen autorisé dans un pays qui jusqu'alors interdisait tous les films européens. Lequel? La Corée du Nord. La Corée du Nord, très bonne réponse. Un point pour Charles pour l'anecdote, c'était donc en 2007, à l'occasion du 10e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et la Corée du Nord. Et ils avaient passé ce film, et pour le Royaume-Uni, c'était un grand succès diplomatique d'avoir passé. C'est pour ça que la Corée du Nord a décidé de s'armer nucléairement. Voilà, peut-être que Kim Jong-un appréciait les frappes léchées de David Beckham, et pas que ce type de frappe léchée. Vous vous souvenez du film Looking for Eric, qu'on en parlait juste avant l'émission avec Eric Cantona et Eric Bishop, donc le personnage principal qui a des pensées suicidaires et qui voit apparaître son héros, Eric Cantona. Eric Bishop, ça a une importance. Quel métier fait-il? Il est livreur, non? Non, il n'est pas livreur. Barman. Non. J'allais dire. T'allais dire ça? Ouais, j'allais dire barman, mais je me. Il est ouvrier, putain. Non, il est. T'as plus le droit de répondre? Oui, c'est vrai. Non, bah si, après c'est relancé quand tout le monde a répondu. T'avais pas répondu. C'est pas... Donc, il dit quelque chose. Serveur, mais non, c'est pas ça, non. du coup. Et bah, du coup, mauvaise réponse, donc je vous la donne, parce que là, je sens qu'on va pas tourner autour du pot et je n'ai pas d'indice. Il était postier, et c'est important parce que... Mais j'ai dit qu'il était livreur, il livre des lettres. Non, ça n'est pas accepté. Et en fait, c'est important parce qu'il va plus au stade, parce que les places sont devenues trop chères, et voilà, c'est un petit acte de Ken Loach sur la gentrification des stades anglais. On passe au film Gaulle. Vous vous souvenez tous ce film Gaulle avec Santiago Muniez? Je me souviens surtout de la chronique d'Adrien. Le film Gaulle 2, la consécration et la super chronique d'Adrien. Au tout début du film, dans le film Gaulle 2, Santi Muniez, il est transféré au Real. C'est un échange contre un joueur réel qui est vraiment transféré du Real à Newcastle. Lequel? Du Real à Newcastle. Michael Owen. Michael Owen, très bonne réponse, 3 points. Ah, mais c'était un vrai transfert? Oui, c'était un vrai transfert. Alors, il n'a pas vraiment été échangé contre Santi Muniez, hein, mais il est vraiment parti du Real à Newcastle. Et donc, on voit Michael Owen, vous voyez sur la fiche qui vient de passer dans la régie. Donc, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient dans cette série. Il y avait un petit financement, je crois, de la FIFA derrière, parce qu'il y a quand même David Beckham, Juninho, enfin, il y a un nombre de joueurs dingues. Zidane passe dans le film, en effet, de toute façon, quand il est au Real. Donc on est à 3 points pour Elio, là si je dis pas de bêtises, et 1 point pour Charles. Swan, c'est toujours la bulle. Je partage. Pour l'instant tu as le même nombre de points équivalent à celui de l'Olympique de Marseille. Merci Corentin Volant. Qualificatif pour la Ligue des Champions. Dans le film Les Seigneurs, avec notamment... Et tu as aussi le même nombre de Ligue des Champions que le PSG. Il faut finir ce quiz, Charles, nous n'avons plus le temps. C'est bien, au moins tu t'auto-tactes, c'est bien. Dans le film Les Seigneurs, il faut finir ce quiz, s'il vous plaît, messieurs, un peu de concentration, avec notamment Gad Elmaleh, qui est le sosie officiel de footballeur. Ricardo Montolivo, mais c'était pour 0 points. L'équipe de Molène finit par jouer l'OM en Coupe de France. Une équipe bretonne Molène, dans quel stade à Brest. ont-ils joué? À Brest, au stade Francis Leblay, excellente réponse du cinéphile Elio Bono. En fait, tu lui avais donné les questions. Pas du tout, c'est pas. Il a fait exprès de se tromper sur 2-3 questions. Je sais pas si j'assume d'être allé au ciné voir ce film, mais je me rappelle. Donc il y avait 250 supporters brestois qui avaient été mobilisés. Avec la magie des effets spéciaux, ça a donné un stade comble. Les Petits Princes maintenant, film de 2013 avec JB. C'est un jeune homme qui falsifie des tests pour devenir footballeur alors qu'il souffre d'une malformation cardiaque. Dedans, vous avez l'excellent Reda Kateb, mais il y a un chanteur de rock français qui joue le rôle du coach. De qui s'agit-il? Un chanteur français proche de Johnny Hallyday et de Jacques Dutronc, notamment. Il s'appelle Eddie Mitchell. Alors là, ça s'est joué. Ça s'est joué. Je pense que c'est Charles. Ça va être Charles. Donc ça fait 2 points pour Charles, 4 points pour Elio, si tu dis pas de bêtises sur la bulle. Pour Swan, on a la petite photo normalement en régie de Eddie Mitchell, voilà, qui joue le rôle du coach. Le Petit Prince. Il reste 2 questions, Swan, pour refaire ton retard, pour au moins
sauver la mise. Je crois que vous m'avez maudit, donc on va passer... faire une Marseille. Hein, on va passer par Marseille, un dessin animé qui a bercé notre enfance, c'était Port-Marie, mais bon, c'était Marseille. Foot de rue, vous savez, là... C'était pas la réponse. C'était pas la réponse, ça c'est la présentation. Donc vous avez la comtesse qui c'est un peu la Thomas Price, vous avez la botte secrète des technos, je sais pas si vous vous souvenez. Vous avez Requin qui est un peu le Noël Le Graët de foot de rue. Ah ouais, carrément. Dans cette série, vous avez un autre personnage, un footballeur français, qui est présent dans 2 épisodes et après, il est viré de la série. Lequel? Carrément viré de la série? Viré de la série. Footballeur français dans football. Je vous donne un indice qui va normalement vous aiguiller. La date à laquelle il a été éjecté, c'est 2010. Nasri. Je te le laisse. C'est pas Nasri? 2010. Anelka. C'est Nicolas Anelka, bien sûr. Parce que voilà, il disait dans la série, soyez soudés, jouez en équipe. Donc forcément, après Nice, ça passait un tout petit peu moins bien de dire soyez soudés, jouez en équipe. Enfin, dernière question. Quoique la version impliquant Anelka était quand même largement revue depuis. Tout à fait. Mais bon, soyez soudés, jouez en équipe. Bon, c'était pas quand même pas génial comme discours. Et donc, il avait été éjecté. En plus, il était présent sur les jeux, etc. Donc, il avait fallu tout rayer Anelka. Et enfin, c'est ma question préférée, c'était les Césars il y a pas si longtemps. Dans la catégorie grands acteurs. Je suis un ancien défenseur de Ligue 1, d'équipe de France également, et j'ai joué le rôle d'un cousin corse un peu trop protecteur dans la série Camping Paradis sur TF1. Qui suis-je? Je vous donne un indice, ses talents d'acting sont ressortis il n'y a pas si longtemps. Un défenseur mythique de l'équipe de France, champion du monde, Franck Leboeuf. 98. Ouais. Qu'est-ce que tu caches? Franck Leboeuf. J'ai eu le malheur de tomber sur cet épisode avec mon frère. On va donner un petit extrait, le jeu d'acteur de Franck Leboeuf, écoutez bien. Oh non merci, on voudrait pas abuser de ton hospitalité. Tu vas pas refuser ça au cousin de ton père. On pourrait mal le prendre. Tu l'as peut-être oublié à Paris, mais ici chez nous, on respecte les traditions. Laura, Myrthe pour nos amis, s'il vous plaît. Lui, il aurait pas kiffé un rachat par Red Bull. Bah voilà. J'espère que vous, quand même, pour quelqu'un qui est né à Marseille, l'imitation de l'accent corse, c'est absolument exceptionnel. Victoire d'Elio Bono, large, le cinéphile Elio Bono. Swan Dufour, c'était un jeu très compliqué pour toi. Malheureusement, tu te rattraperas donc en dévorant et en continuant de dévorer. Avant, moi, je ne regarde pas les films sur le football. Et bah, tu liras au moins le magazine. Donc, on a pas un truc Pierre et Vacances comme les mecs qui se font virer question pour un champion. Normalement, j'ai un petit truc. Non, il n'y a pas de cadeau. cadeau. Un petit audio, un dictionnaire là-haut. On n'a pas de cadeau, tu ne mérites même pas de gagner le magazine. Un DVD des films que tu viens de montrer. On a juste quand même Erwin Pérennicel qui nous dit horrible de rejouer ça, cette séquence avec Franck Leboeuf. Souvent on se mettra cet extrait de Franck Leboeuf. Voilà, en boucle. Tu peux t'offrir le DVD. Ça sera ton réveil tous les matins. Parfait. Je vais retrouver la saison à laquelle a été joué cet épisode et tu auras le DVD de cette saison. J'imagine qu'ils doivent en sortir des DVD. On va se quitter là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle quand même que le magazine Caviar est disponible en kiosque. 8,50 € pour 148 pages. Vous avez aussi, si vous n'aimez pas le cinéma, ça peut arriver, un entretien avec Adrien Silva, un entretien avec Laurent Batles, une enquête sur le business de Sorar, un dossier sur l'immense Socrates, ou encore des fictions, une série photo à Rio. Bref, vous avez vraiment tout ce que vous voulez pour faire votre mois. Un super article sur Canal. Et on remercie Maëlys Lavorel, notre chroniqueuse, sur un super article sur Canal et le cinéma. On l'a pas cité, donc voilà, on lui fait une petite dédicace parce que c'est vrai que son article est très intéressant. Et il y a quelqu'un d'autre, il est écrit à 2 mains, je crois. Pardon? L'article est écrit à 2 mains. Enfin, je veux dire, il y a une autre personne. Dufour ne veut pas laisser cette émission se terminer. Swan Dufour était en difficulté pendant le jeu, il continue de massacrer la fin de l'émission. Mais merci à toute l'équipe du magazine Caviar. On remercie évidemment aussi nos 2 hommes de l'ombre, Clément Duranton et Paul Laurence, qui étaient avec nous en régie, qui ont parfaitement piloté cette régie. Vous voyez, c'était parfait. Merci aussi à l'ISFJ qui nous produit cette émission et Ludovic Place notamment. Dans cette période un petit peu difficile quand même, un petit mot pour conclure. La rédaction du magazine Caviar adresse évidemment toutes ses pensées au peuple ukrainien et aussi au Mexique où voilà, il y a eu des événements assez dramatiques. Voilà, on a beaucoup ri pendant cette émission, mais on n'oublie pas que la période est particulièrement difficile dans le football et ailleurs. On se donne rendez-vous lundi prochain. Ciao, bonne soirée à tous.
Ciao.